Pour l'esprit inquiet, chaque souci renvoie à un autre. C'est la première conclusion qu'ils ont fait les deux chercheurs, Elizabeth Romer et Thomas Borkowitz, les premiers chercheurs qui se sont penchés sur la question de l'anxiété. Dans cette vidéo, nous allons voir quel est le mécanisme de l'anxiété, quelles sont les deux formes sous lesquelles elle s'exprime, pourquoi c'est difficile de décrocher de l'anxiété, et on finira par les 5 clés qui vont vous permettre de gérer votre anxiété et de rediriger votre attention vers quelque chose de plus positif. Cette vidéo a été inspirée par l'auteur et le psychologue Daniel Goleman et son livre L'intelligence émotionnelle que je vous recommande fortement. Bonjour, je m'appelle Biliana, je suis docteur en sciences et coach professionnel. Je suis passionnée par les neurosciences. Je viens de rentrer d'une étude sur le cerveau où je viens de passer 1 heure dans un IRM pour explorer mon cerveau. Dans mes vidéos, je vous partage les pépites des neurosciences qui vous permettent à la fois de comprendre votre cerveau et je finis toujours par des outils de coaching qui vous permettent d'appliquer ça dans votre quotidien. Abonnez-vous à ma chaîne et regardez les vidéos précédentes, il y a vraiment des choses qui peuvent vous aider. Aujourd'hui, on parle de l'anxiété. Tout d'abord, voyons ce que c'est l'anxiété. Une personne anxieuse, elle a tendance à s'inquiéter. Et s'inquiéter, ça veut dire se représenter ce qui peut aller de travers et aller chercher une manière d'y remédier. Le problème n'est pas dans ce processus qui est tout à fait naturel pour la pensée et on a besoin de ce processus. Le problème apparaît lorsque l'inquiétude devient chronique. Les personnes qui font appel à ce processus trop souvent, elles commencent à avoir comme un murmure d'anxiété, un background de leur pensée et ça va les pousser à développer comme une vision unique. C'est une forme de rigidité à voir la réalité. Et au lieu d'avoir un processus de recherche de solutions, elles vont être bloquées dans un cercle vicieux. À l'extrême, ce processus mène vers des phobies, des crises de panique ou des obsessions. On peut voir l'anxiété comme un détournement neuronal, c'est-à-dire une attention qui est très focalisée sur les menaces potentielles qui peuvent en découler de la réalité. C'était très utile pour nos prédécesseurs, ça ne l'est beaucoup moins pour notre quotidien actuel qui a beaucoup moins de menaces réelles existantes. Il existe 2 formes sur lesquelles s'exprime l'anxiété. La forme cognitive, c'est ce forme de pensée anxiogène qui tourne dans nos têtes. Et la deuxième forme, c'est la forme somatique. C'est ce qui se passe dans notre corps, les sensations physiologiques qui sont en lien avec l'anxiété. Ça peut être un rythme respiratoire qui augmente, qui devient superficiel, une transpiration ou un rythme cardiaque qui s'accélère. Voyons maintenant le mécanisme de l'anxiété. Tout commence par une image qui apparaît, qui va créer des pensées angoissantes. Cette image, c'est une image de danger, c'est une image d'une menace qui apparaît dans nos cerveaux. À partir de là, elle va connecter à d'autres pensées anxiogènes qui vont ramener à d'autres situations potentiellement anxiogènes. Et c'est comme une cascade de choses, de pensées qui se connectent les unes aux autres. Étonnamment, il y a un bénéfice pour notre cerveau dans ce mécanisme. Je viens de le comprendre et j'étais très surprise. Il s'avère que tant que notre attention est en train de s'occuper de ces différentes pensées anxiogènes, ça fait un détournement de l'attention. Au lieu de focaliser sur les symptômes anxiogènes qui s'expriment dans notre corps, donc la partie somatique du processus, et ça diminue la sensation physique de l'anxiété, qui est beaucoup plus forte que si on reste focalisé sur l'image principale qui est à l'origine de la toute première pensée de l'anxiété. Vous voyez, il y a comme un bénéfice secondaire du fait d'enchaîner une pensée après une autre et de rester dans un processus constant d'anxiété. Apparemment, ça nous éloigne de l'anxiété principale qui va être beaucoup plus forte pour notre corps et en quelque sorte, on cherche à protéger notre corps. C'est un bénéfice inconscient, mais tant que le cerveau il bénéficie de ça et tant qu'il n'a pas une autre stratégie pour remplacer ce bénéfice de diminuer la symptomatique somatique, donc corporelle de la tâche, on ne peut pas sortir de ce cercle vicieux de l'anxiété. Donc vous voyez comment la nature est intelligente. Dans le mécanisme même de l'angoisse se cache l'antidote partiel de cette sensation désagréable qu'on vit dans le corps. Voyons maintenant quelles seront les solutions beaucoup plus efficaces et durables pour sortir de ce mécanisme de l'anxiété. Première stratégie à commencer à faire dès maintenant. C'est la stratégie qu'utilisait Borkowitz, le premier chercheur sur les angoisses, qu'il apprenait à faire à ses clients. Ce qu'il faisait Borkowitz, c'était de les guider pour apprendre à identifier les premiers bouffées des angoisses. C'est-à-dire qu'il les rendait conscients de comment les angoisses se représentent dans leur corps, pour qu'ils deviennent capables de plus en plus vite d'identifier le démarrage des angoisses. On commence à être capable de gérer les angoisses quand on est au démarrage de la vague. Plus on arrive à se placer tôt, plus ça va être facile à gérer par la suite. Donc toute première chose,
identifier le démarrage de la vague d'angoisse. Deuxième stratégie, à partir du moment où vous avez identifié le démarrage de cette vague d'angoisse, il faut se focaliser sur le corps. On a vu que le cerveau lui-même, il cherche une alternative, un antidote pour calmer la symptomatique physiologique de l'angoisse. C'est quoi l'angoisse? C'est une crispation du corps. Il va y avoir des tensions dans le dos, dans les bras, dans les épaules. À partir du moment où j'identifie cette symptomatique, je prends le temps qu'il faut pour relâcher mon corps. Et je vais commencer à peut-être visualiser, pour certains, ça va marcher des images comme de l'eau qui coule, qui détend, ou bien quelque chose de léger à l'intérieur de vous. Pour d'autres, c'est des sensations qui vont marcher, d'imaginer la sensation de quelque chose qui fond à l'intérieur de votre corps. Pour d'autres, peut-être que vous pouvez entendre des sons qui viennent relâcher votre corps, qui vous permettent de vous détendre et de nouveau retrouver cette flexibilité du corps. On s'occupe du corps. La deuxième stratégie repose sur le fait de relâcher le corps et retrouver la détente naturelle de votre corps. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas s'arrêter là. Là, on s'est occupé de la composante somatique du processus. Mais on a vu que dans le mécanisme, il y a une deuxième forme, c'est la forme cognitive. Ce sont les pensées qui vont tourner dans notre tête. Quelle stratégie utiliser pour faire face à cette composante cognitive de l'angoisse? Notre troisième stratégie, elle est cognitive. On prend le temps de se poser la question. Quel est le risque potentiel que ce que je pense, que ce qui m'angoisse m'arrive réellement? Et on prend le temps d'imaginer le pire scénario et de voir quel est le risque réel que ça se produise. Personnellement, j'aime bien utiliser la technique de préparer mon cerveau au pire. Je le laisse imaginer le pire et je lui dis « Ok, et si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait ?» Le cerveau préparé, il arrête d'angoisser parce qu'il a entendu, ils se sont compris et ils se sont préparés pour faire face au pire si jamais le pire arrive. Et on est beaucoup plus apte à éloigner le pire lorsqu'on est prêt à faire face au pire. Quatrième stratégie. Elle provient de la PNL. Je vais commencer à chercher à un mentor ou à quelqu'un qui sait très bien faire face à des situations pareilles. Je me mets dans sa tête, je me mets dans sa peau et j'imagine qu'est-ce qu'il aurait fait, lui, si jamais ce qui m'angoisse lui arrive. Et je commence à récupérer de la sagesse de la part de ce mentor, de la part de cette personne qui sait faire face à ce type de situation. Et puis, cinquième stratégie, mais pas la moindre, elle est très très importante. Parce que souvent, la personne qui a tendance à s'angoisser, c'est quelqu'un qui a du mal à faire face à l'incertitude. L'incertitude fait partie de nos vies de manière générale et notre seuil de supportabilité de l'incertitude est différent. La personne qui a une faible capacité de tolérer l'incertitude, elle aura tendance à plus souvent s'angoisser. Comment faire face à l'incertitude? Là, la stratégie qui marche, qui a été prouvée scientifiquement, c'est que dans les temps d'incertitude, on a besoin de croire que quelque chose de plus grand règle les choses de manière intelligente et cohérente. C'est-à-dire qu'on a besoin de laisser cette incertitude dans les mains de plus grand que soi. Peu importe quelle est la croyance que vous avez à ce niveau-là, est-ce que c'est une religion, est-ce que c'est vous croyez dans la vie, est-ce que vous croyez dans la nature, est-ce que vous croyez tout simplement qu'il y a quelque chose qui organise les lois autour de nous, des lois naturelles, qui organisent le fonctionnement sur Terre et qui font que tout ce qui se produit a un sens. Dans les temps d'incertitude, plus on est capable de laisser l'incertitude être gérée par la nature, parce que c'est quelque chose qui arrive, quelque chose qui fait partie de la vie, plus on est capable de se détendre et de trouver les bonnes stratégies qui marchent dans ces moments-là. Personnellement, dans un temps d'incertitude, tous les facteurs qui me dépassent, que je ne peux pas gérer, qui ne sont pas dans mon contrôle, parce que très souvent les choses dépendent des autres, du contexte, des décisions qui seront prises dans le futur et on ne peut pas anticiper tout ça. Et dans ces moments-là, le contrôle n'a plus place à exister. On a besoin de lâcher le contrôle et de se dire « j'ai fait ce qui dépendait de moi et pour le reste, je laisse ça dans la nature et on verra ce qui se produit. » Tout en restant dans la capacité de réajuster son comportement à chaque instant et d'être à l'écoute et à l'ouverture de ce qui vient. Ce qui est intéressant, c'est quand on est dans cette vision, on est beaucoup plus apte à voir ce qui se produit et à s'ajuster beaucoup plus vite. Et donc, on est beaucoup plus flexible et on obtient de meilleurs résultats. Voilà les 5 stratégies que je voulais vous partager aujourd'hui pour faire face à l'angoisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, je lis tous vos commentaires et c'est un vrai plaisir de vous répondre. N'hésitez pas aussi de me partager s'il y a d'autres réflexions qui vous viennent en lien avec la vidéo ou des choses que vous aimeriez partager. On se retrouve dans 2 semaines de nouveau sur YouTube avec une autre vidéo et en attendant, vous pouvez suivre mes posts sur Instagram ou sur LinkedIn pour comprendre mieux comment fonctionne notre cerveau et prendre de plus en plus la maîtrise sur notre propre nature pour pouvoir pleinement profiter de cette vie. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Votre réussite, c'est la réussite de nous tous.